notre e-breakfast de Reinvent Work l'Axel. Je suis Vincent Montet, le vice-président de l'Axel. Très heureux de vous accueillir sur cette thématique, le digital accélérateur de la diversité au service de la performance. Merci beaucoup, Vincent. Donc pour me présenter, car en dehors de cette joyeuse implication au cœur de la commission Reinvent Work depuis plusieurs années en tant que coprésidente, je suis donc Perrine Grua, fondatrice aussi de Canary Call, qui est l'agence de talent de la transition écologique, solidaire et numérique. Je voudrais accueillir sur cette table ronde, j'ai l'honneur de vous présenter Dominique Crochu, qui est cofondatrice de Mixity et ambassadrice rugby de France 2023. Christophe Bourguigna, qui est le CEO de Zelros, et Sybille Becker, qui est directeur du développement social, de la diversité et de l'inclusion chez AXA France. Donc, merci beaucoup d'être là avec nous ce matin. On vous a proposé d'intervenir justement pour être vraiment dans une logique de partage de bonnes pratiques par rapport à ce que vous mettez en œuvre et par rapport à ce que vous vivez au quotidien. Donc, pour commencer, ce que je vous propose, c'est finalement chacun, pour vous présenter, de nous dire pourquoi la diversité, c'est un sujet, un enjeu qui vous touche personnellement. Est-ce que Dominique, bonjour, tu veux bonjour tout le monde, commencer? à tous les arrivants et ceux qui vont encore arriver. Merci Perrine pour cette parole. Moi, je suis donc Dominique Crochu, cofondatrice de Mixity, qui est la première solution digitale d'évaluation de la diversité et de l'inclusion. On en parlera un petit peu plus tard. Alors, la diversité, pour moi, en fait, qu'elle soit en entreprise ou ailleurs, parce que c'est très difficile de scinder pour moi la vie d'entreprise et la vie ailleurs, on va dire globalement. Pour moi, c'est chaque individu, c'est la diversité de l'autre, en fait. Donc, on est tous la diversité de quelqu'un, en fait. C'est ça, il faut être extrêmement modeste en pensant que la diversité, c'est d'autres gens. Moi, je suis une diversité par rapport aux autres personnes de la table ronde. Et puis, c'est pour moi 100% nécessaire pour s'enrichir, découvrir ce qu'est l'autre, en fait, et ce que je ne connais pas ou ce que je connais moins bien. Donc, c'est ça, moi, ma définition de la diversité, c'est l'ouverture à l'autre, sur l'autre, et c'est comme ça que notre humanité avance. Merci Dominique. Sybille. Mon engagement en faveur de la diversité, à titre personnel, c'est d'abord un combat pour l'égalité homme-femme. Ça me vient de famille. J'avais une mère qui était très féministe, qui a élevé ses enfants, que ce soit ses filles ou ses garçons. On était une famille nombreuse, et elle les a élevés dans une stricte égalité. Et elle nous a toujours dit à ses filles, vous devez être indépendantes et vous devez vous battre pour réaliser vos rêves en termes professionnels et vous affirmer. Donc, très tôt, j'ai été élevée dans ce bain-là. Ensuite, parce que dans ma vie professionnelle, j'ai eu également l'occasion, parce que je gérais des services santé et prévoyance, de travailler avec le secteur adapté protégé, et que j'ai découvert une énorme richesse dans ces entreprises qui sont vraiment des entreprises d'inclusion au service de la société. Et ensuite, parce que, comme Dominique, je crois profondément en l'humain, en l'humanisme, et qu'on s'enrichit toujours au contact des autres et que l'autre, à chaque fois, vous nourrit. Et donc, la diversité est fondatrice de richesse. Merci Sybille. Christophe. Bonjour à toutes et tous et ravi d'être là avec vous aujourd'hui. Donc effectivement, alors pourquoi c'est un sujet qui me tient à cœur. Alors au-delà effectivement que j'ai 3 enfants, dont des filles et des garçons, donc forcément la question de la diversité est une question qui se pose en tant que papa. Mais au-delà à titre professionnel, voilà mon parcours a été constitué pendant 15 ans d'une vie professionnelle en tant que salarié
à la fois dans une petite entreprise et également ensuite dans un grand groupe d'assurance. Donc j'ai pu vivre l'intérieur vraiment cette nécessité de la diversité. Et là, aujourd'hui, depuis 4 ans, j'ai la chance d'être passé de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire d'avoir cofondé donc une start-up. Donc je suis aujourd'hui voilà, à la tête de Zelros avec deux associés. Donc modestement, à notre niveau, on est aujourd'hui 50. Voilà, je sens cette responsabilité effectivement d'emmener Zelros dans la bonne direction. Et donc de faire Zelros en quelque sorte l'image de mes convictions et effectivement cet enjeu est important. Et dernière chose, j'ai une profonde conviction que l'entreprise d'aujourd'hui joue un rôle particulier dans notre société. Hein. Je citerai un très beau livre de Pascal Demurger de la Maïf, l'entreprise du XXIe siècle sera politique ou ne sera plus. Voilà, la société a son rôle à jouer également aujourd'hui dans l'inclusion, dans le partage et dans les chances et dans le milieu de l'assurance. J'y reviendrai un petit peu plus tard puisque Zelros travaille dans ce milieu effectivement d'autant plus. Donc voilà, je pense d'où vient cette conviction. Merci beaucoup à vous. J'insistais pour commencer effectivement par cet angle finalement de conviction et d'engagement personnel. Parce que voilà, moi, ça fait 20 ans que j'accompagne des sujets de transformation digitale, hein, mais quand on parle de transition aussi écologique et solidaire, je suis vraiment persuadée que ce sont les individus qui font bouger les lignes. Et donc, au départ, ce sont des convictions, ce sont des envies, ce sont des intuitions, et donc des personnes. Et maintenant, on va aussi voir finalement, une fois qu'on a ces convictions, concrètement, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre et comment ça se traduit justement dans le business. Donc, pour être très, très concret, justement, diversité, ça pourrait être considéré comme un mot valise qui englobe ou qui cache des choses. Donc, j'aimerais bien que vous nous précisiez qu'est-ce que concrètement, vraiment, il y a derrière ce mot pour vous. Et pour répondre à cela, je voudrais donner la parole à Dominique, car c'est au cœur de la création de Mixity. Alors, en fait, la diversité, en fait, on peut l'appeler, on peut avoir plein d'approches, en fait, mais finalement, c'est la mixité plurielle, quoi. C'est toutes nos différences et tout ce qui fait qu'on est ensemble, en fait. Je pense que quand on dit différence, on a toujours l'impression que c'est, vous savez, le moins de soustraction. Et moi, je trouve qu'en fait, la diversité, c'est une addition, en fait, c'est le contraire. Et alors, pourquoi alors si on passe à Mixity, vous savez, on a beaucoup parlé depuis plusieurs années de l'empreinte carbone et de l'empreinte numérique. Et nous, finalement, quand on s'est penché sur ces enjeux-là, on s'est dit, bah, c'est bien, OK, il faut absolument qu'on fasse attention à la planète, il faut absolument qu'on réduise tout ça. Mais au fond, comment aujourd'hui l'entreprise, quel est son moyen aujourd'hui d'afficher quelque part sa trace de travail et d'engagement sur la diversité ou la mixité plurielle? Il n'y a rien, il n'y a pas d'outils. Donc, on a regardé et on s'est dit, ça n'existe pas. Et on a regardé donc les 5 items majeurs de la diversité, même si on avait au départ une affection, comme disait Sybille, sur l'égalité femmes-hommes, puisqu'au départ, c'était Sandrine Charpentier, puis Jérôme Fortino et moi qui avons créé Mixity. C'est vrai qu'on avait une appétence de situation, mais pour autant, on s'est dit, on ne peut pas considérer que ce volet. La diversité plurielle, c'est aussi alors l'égalité femmes-hommes, le handicap, bien sûr, multigénération, multiculturel et l'orientation de genre dont on parle plus aujourd'hui, et toujours sur le signe de l'inclusion. C'est toujours notre positionnement, c'est de dire comment on peut jauger, non pas juger, jauger ce que fait l'entreprise avec ses actions, comment on peut en fait les mesurer, parce qu'aujourd'hui, finalement, si on ne mesure pas, ben, ça ne compte pas, et on ne peut pas avoir cette vision de je fais des choses, mais je n'ai pas d'état des lieux, je ne sais pas où je vais, et nous, c'était ça qu'on voulait faire et qu'on a fait, qu'on a réalisé.
Et puis, surtout, quand je disais l'empreinte numérique et l'empreinte carbone, ben aujourd'hui, Mixity, c'est l'empreinte sociale. Ça veut dire que c'est tous les humains, en fait, qui sont mis en valeur. Et ce que fait l'entreprise, c'est valoriser ce qu'elle fait de bien, c'est avoir des axes d'amélioration parce que c'est infini, évidemment, et puis aussi des objectifs pour continuer à mesurer. Et puis, peut-être... je ne sais pas si c'est le moment, mais je pourrais dire qu'on a effectivement, voilà, ça c'est l'idée générale de l'empreinte, en fait, de dire, ben voilà, j'ai mon empreinte. En plus, aujourd'hui, on voit bien que toutes les générations arrivent, et même les anciennes comme moi, on a envie de transparence, on a envie de choses vraies, on a envie que les entreprises s'engagent aussi sur ce volet-là et affichent. Et je pense que ça, et là je vais le dire, ça sert la marque employeur de la PME au grand groupe. Donc ça, c'est la façon générale en fait qu'on a eu effectivement de dire la data, on peut avoir une innovation technologique au service de l'innovation sociale. Donc là, si on regarde la projection de votre empreinte sociale, si je comprends bien, elle est faite sur 5 angles. Est-ce que tu peux nous présenter concrètement ces 5 axes, Dominique? Les 5 items, oui, c'est ça, les 5 items majeurs de la diversité, hein, s'ils sont reconnus comme tels. Alors en fait, quand on fait l'évaluation, parce qu'il s'agit bien d'une évaluation, on regarde en fait sur 3. Alors, il y a donc le genre, le handicap, le LGBT, multiculturel et multigénérationnel. En fait, on a 3 à l'intérieur de l'évaluation. On regarde en fait 3 volets à l'intérieur. C'est à la fois la data pure et dure. Vous avez un chiffre, si vous avez une différence de salaire entre les femmes et les hommes. Si c'est 3%, c'est 3%. Ça, on n'y peut rien, ça. Mais le deuxième volet, on dirait, à l'intérieur de cette évaluation, c'est avoir des questions extrêmement progressives pour effectivement jauger et apprécier toujours sur l'angle positif de l'inclusion. Et puis la troisième manière aussi d'évaluer l'entreprise, je dis bien des PME jusqu'au grand groupe, c'est aussi d'avoir l'entreprise qui s'exprime sur des actions que peut-être elle fait, que nous, on ne connaît pas, parce qu'on est quand même dans un domaine extrêmement vaste et on a aussi à partager les bonnes pratiques. Donc, à chaque fois, c'est évalué sur ces trois thèmes. Trois volets, pardon. Alors moi, ce que j'ai trouvé absolument passionnant en découvrant ton outil, c'est qu'effectivement, ça permet de faire un vrai état des lieux chiffré de là où on en est sur les différents enjeux. Et en même temps, ça donne les chemins de progression. Parce que c'est pas on est inclusif, on est divers ou pas. Et en même temps, je me disais, mais, c'est un vrai challenge pour les entreprises qui décident de se lancer là-dedans parce que ça veut dire aussi être très transparent, très vulnérable finalement par rapport à ce qu'on fait déjà de bien ou ce qu'il y a encore à améliorer. Et donc, Sybille, vous utilisez l'outil au sein d'AXA France. Est-ce que tu serais d'accord pour nous partager les résultats de cette empreinte en toute transparence? Absolument. Donc, nous, on a été très fiers de participer dès la première année à l'index Mixity, dans lequel on s'est engagé résolument. D'abord parce que les 5 axes nous sont apparus très intéressants et résument, enfin, je veux dire, sont une bonne façon de classer les actions qu'on peut mener en matière de diversité et qu'ensuite, on n'agit bien que sur ce qu'on mesure. Et surtout dans nos entreprises qui sont des entreprises assez financières, parler à des dirigeants, c'est leur donner des indicateurs et des objectifs. Donc ça, ils comprennent ça très bien. Et puis, le fait de communiquer dessus, je reprends ce que disait Dominique, ça crée une exigence. Et c'est une excellente chose pour nous. Et ça veut dire qu'on s'expose, on se met dans la balance, on affiche des mesures, des objectifs. Et donc, ça nous incite à pouvoir les tenir. Donc, aucun problème pour vous présenter notre score Mixity si vous souhaitez le mettre à l'écran. Eh ben, là, c'est votre empreinte, justement. Et bien voilà. Alors, pour commenter notre empreinte sur les différents axes, on a un score Mixity qui est de 92%, qui est stable par rapport à l'année précédente.
on est une entreprise, nous, au niveau d'AXA France, on a à peu près un peu moins de 14 000 collaborateurs. On a beaucoup de managers, enfin, je dirais qu'on a plus des 2 tiers de nos managers ont été sensibilisés à la lutte contre les discriminations hein, dans les dernières années. Et puis, on a sensibilisé notre personnel, toutes nos équipes de recrutement. 100% de nos équipes de recrutement ont été sensibilisées à la diversité. Alors, ce qu'on peut dire maintenant sur les différents axes, hein, on a le score du genre hein, sur lequel on est à 91%. Je dirais que là-dessus, on a un taux de femmes au conseil d'administration qui est plutôt, on a encore des progrès à faire parce qu'on a un tiers hein, de nos femmes, de femmes dans notre conseil d'administration. Dans le COMEX et dans les CODIR, dans les comités de direction, on est encore à un tiers, on a encore des progrès à faire et on s'est engagé sur le sujet. Et on est à un peu moins de 45% de femmes managers, et c'est là-dessus, je dirais, vous savez toujours, hein, sur le genre, c'est des problématiques de plafond de verre, et puis on perd des femmes au fur et à mesure qu'on monte dans la hiérarchie. Donc, nous avons à cœur déjà de développer les femmes managers, les femmes parmi les cadres dirigeants, et ensuite donc de pouvoir afficher des taux de parité à terme au niveau de nos COMEX et bien entendu de l'ensemble de nos conseils d'administration. Mais sachant que sur les conseils d'administration au niveau du groupe, on est parfaitement en adéquation avec la loi Copé-Zimmermann. Donc on est à 92, on est à 91 en femmes-hommes. On est d'ailleurs, vous savez qu'on a un index égalité homme-femme, hein, qui est l'index que nous appelons familièrement entre nous l'index Pénicaud, et sur lequel on est à 92%. Alors ensuite, quand on poursuit sur les différentes dimensions, sur le handicap, on est à 92%, on est très très engagé. Alors, j'ai partagé, en tout cas dans les commentaires dans le chat, le lien vers l'empreinte complète. D'accord, donc je vais passer très rapidement. Nous sommes très engagés sur le secteur du handicap dans la mesure où nous avons un accord handicap depuis plusieurs années. Sur le multiculturel, on est à 92, vous regarderez. Tout est public et c'est ça qui est bien dans cet index Mixity. Nous avons 58 nationalités dans notre effectif. Ensuite, quand on reprend le multigénérationnel, qui à mon avis, un point... on est à 90. Je dirais que c'est un des points sur lesquels je pense qu'on a encore des progrès importants à faire. Et ça sera intéressant d'avoir le retour hein, et les questions des uns et des autres. Mais la capacité à faire travailler 4 générations ensemble et au service de l'entreprise, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et puis enfin, on a bien entendu l'orientation sexuelle et les aspects LGBT+, sur lesquels on est bien sûr très engagé et sur lesquels on a plutôt aujourd'hui un très bon score à 96%. Mais on a des domaines de progrès. C'est ce que vous verrez dans notre index Mixity. On s'est comparé à nos confrères hein, sur notre secteur d'activité. Et ce qui est intéressant, c'est de voir les bonnes pratiques des uns et des autres. Et ça nous éclaire sur les actions à mettre en place. Donc, c'est une mesure et c'est un plan d'action Mixity. C'est ce qui nous a intéressés dans la démarche. Ah ben, merci pour cette transparence. Et justement, qu'est-ce que ça vous apporte aussi en interne? Parce que c'est vrai qu'il y a quand même aujourd'hui beaucoup de débats, de dire voilà, de passer beaucoup d'énergie finalement à s'engager sur des enjeux long terme de responsabilité sociétale en entreprise versus des enjeux de performance. Comment ça se passe la transparence sur ces infos-là en interne? Alors, la transparence en interne, elle est totale. On fait beaucoup de communication en interne sur nos engagements en faveur de la diversité. L'index Mixity, il est à la fois présent sur notre site de recrutement externe, notre site de recrutement, ça c'est important. Il est présent en interne. C'est un facteur de transparence. Donc, c'est de dire, voilà ce qu'on fait et concrètement,
quelles sont les actions qu'on mène. C'est un facteur, je pense, d'engagement et de fierté pour nos collaborateurs. Et c'est quelque chose qui peut permettre de rassurer. De rassurer un jeune quand il arrive, quelle que soit son orientation, c'est son genre, son orientation, etc., c'est de pouvoir se dire, en fonction de mon talent, j'ai une entreprise où on n'est pas dans des stéréotypes, et où je peux, en fonction de mon engagement, de mon talent que je mettrai au service de l'entreprise, arriver et progresser dans ma carrière. Ça, c'est un point super important. C'est également un facteur, je reviens sur, c'est un facteur d'innovation parce que c'est la capacité à avoir des regards croisés sur les sujets. C'est également une capacité à pouvoir être également représentatif et à avoir la même diversité que celle qu'on peut avoir au niveau de notre clientèle. On ne peut pas prétendre, je pense, avoir quelque chose d'adapté à nos clients si on n'est pas soi-même représentatif, je dirais, de ce que sont nos clients. Et donc, moi, je dirais en synthèse, le talent, il n'a pas de genre, il n'a pas de couleur, il n'a pas d'orientation. Un talent, c'est un talent. Et notre responsabilité, c'est de faire en sorte que ceci s'exprime au mieux et que les personnalités et les caractères des uns et des autres puissent pleinement s'exprimer. Donc, ça participe de la performance de l'entreprise, ça participe de l'engagement des collaborateurs et ça participe de la qualité de vie au travail des uns et des autres. Donc pour vous, diversité et performance, finalement, c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre, et l'un au service de l'autre. Christophe, chez Zelros, en dehors finalement de toi, ta conviction, on l'a vu, hein, ton engagement sur le sujet, quel lien est-ce que tu fais entre diversité et performance dans le cadre de ton activité ? Alors, pour répondre à cette question, effectivement, alors nous, Zelros, donc on est éditeur d'un logiciel à destination de la distribution d'assurance. Hein, donc, on évolue dans un monde un peu particulier qui est celui de l'assurance, qui, si on y réfléchit bien, au fond, est le secteur qui a une certaine mission d'attention à l'autre, de protection, d'égalité de traitement finalement entre les minorités ou les non-minorités. Hein, c'est le principe de l'assurance et de la mutualisation. Donc notre logiciel qui finalement influe sur cette distribution de l'assurance, au fond, doit être conçu, doit être programmé, doit être paramétré pour influer positivement sur la société, alors que ce soit pour des raisons réglementaires. Hein, donc on travaille beaucoup avec la CPR, qui est l'autorité de régulation des services financiers. Voilà, ne serait-ce que sur des règles très simples dans l'assurance, par exemple, la tarification ne peut pas être basée sur le genre. Donc, on est par conception obligé de veiller à ça dans notre logiciel qui, je le dirai un peu plus tard, utilise intensivement l'IA et donc les données. Donc, il y a des contraintes réglementaires et puis il y a également des vrais choix de positionnement produit et donc de performance, parce qu'on pense que nos futurs clients, donc les grands groupes d'assurance ou grands courtiers, choisiront aussi notre solution parce qu'elle garantit un impact positif sur, par exemple, ne pas suréquiper peut-être des assurés de certains types d'assurance, ou au contraire mieux détecter des surcouvertures ou des sous-couvertures correctement adaptées, le tout dans un contexte réglementaire, comme je l'ai dit, dont une réglementation qui s'appelle la DDA, la directive de distribution d'assurance. Donc
voilà, vraiment cette partie régulation éthique nous fait penser que si on est performant sur la conception de notre produit et donc si la diversité est présente par les concepteurs de notre solution, c'est-à-dire nos employés, ce seront des parts de marché gagnées demain et des différenciateurs peut-être par rapport à d'autres acteurs anglo-saxons ou d'autres acteurs qui ont une approche de l'IA différente par rapport à celle qu'on peut en avoir en Europe. Merci Christophe. Dominique, je sais que tu as à cœur de parler mesures et chiffres au sujet de toutes les intentions en termes de mixité et de diversité. Quels chiffres tu souhaiterais nous partager par rapport à ça? Alors, dans le document que j'avais transmis, là, les derniers chiffres de McKinsey là, qui viennent de sortir, là, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit l'évolution. En fait, McKinsey a fait des études à la fois sur la mixité de genre, le gender, et puis nous, on appelle ça multiculturel, et eux, ils disent toujours ethnicity. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution, en fait, sur la partie gender, par exemple, on disait finalement, si vous avez des équipes mixtes vraiment à tous les étages de l'entreprise, hein, parce que souvent on voit qu'il y en a quand même pas mal, il y a beaucoup de mixité, mais en fait, plus on s'élève dans la hiérarchie, on va dire on perd quand même un peu de femmes. Donc, si vous arrivez à avoir des équipes mixtes de genre à 100% dans votre entreprise, vos performances économiques évoluent. Alors aujourd'hui, on a quand même deux volets. Hein. Quand on a fait Mixity, c'était à la fois pour plus d'égalité des chances, parce que c'est important et ça va jusqu'à la qualité de vie, comme l'a dit Sybille, c'est évidemment important, mais aussi sur évidemment la performance économique, et là, toutes les études le prouvent. Et alors, dans le multiculturel, comme on dit en France, on voit aussi que ça progresse tranquillement et qu'entre 2014 et 2019, il y a cette possibilité aussi de faire des études et de voir que ça avantage, je dirais, les entreprises qui se mettent à cette politique légitime, je dirais, de mixité sociale et mixité plurielle. Et j'ajouterais que l'année dernière, la grande banque Goldman Sachs avait dit qu'elle regarderait maintenant dans ses investissements les entreprises plus inclusives. Donc ça, c'est intéressant aussi de dire que même les grands secteurs financiers, y compris les investisseurs dans les startups, les fonds d'investissement, commencent à regarder ça. Alors, ils en sont plutôt à la mixité de genre, mais comme en fait, investisseurs obligent, comme ils voient effectivement que la performance économique est augmentée par aussi la diversité, du coup, ils commencent à regarder ça aussi. Et là, on sent qu'il y a quand même un mouvement de fond pour se rendre compte que, en fait, c'est que des avantages en fait d'avoir de la diversité. Vous avez plus d'équilibre et de justice sociale, et vous avez de la performance économique. Donc aujourd'hui, ce n'est pas possible de s'en passer, quoi. Voilà, c'est un peu ces chiffres que je voulais repartager. Et merci beaucoup. Et vous faites des métiers qui sont liés à la data, à l'IA, au numérique. Enfin, aujourd'hui, en même temps, quel métier, quel secteur ne l'utilise pas, mais qui sont vraiment au cœur de vos enjeux. On évoque pas mal de risques par rapport au digital. Là, on voit aussi des opportunités. Pour vous, dans vos activités respectives et dans vos champs de compétences respectifs, en quoi le digital est un accélérateur de la diversité? Quels sont les risques, quelles sont les opportunités du digital vis-à-vis de ces enjeux-là pour vous? Je peux juste compléter si tu veux, Perrine, puisque c'est un peu dans la foulée. Bien sûr. Tout à l'heure, c'était intéressant quand tu as parlé à Sybille pour la transparence de l'affichage de l'empreinte. Et je pense que justement, peut-être que globalement, on a tous un peu des peurs, peut-être c'est un peu français, ça, on est toujours dans plutôt, tu posais la question de la vulnérabilité. Moi, je pense que c'est une force énorme, au contraire. C'est à chaque fois comment on peut renverser les choses. C'est je prends un risque, ce qu'on vient d'évoquer, mais finalement, est-ce que je suis vulnérable ou est-ce que je suis fort? Je pense qu'aujourd'hui, les entreprises qui jouent et qui font la transparence
et pas le washing, hein, mais vraiment l'action des emballages. Voilà, j'affiche. Là, je ne suis pas encore très bon, il faut encore que je m'améliore. Puis, si je suis très bon, il faut que je reste à haut niveau, hein, comme en sport. Donc, moi, le risque, non, je ne vois qu'une opportunité. C'est une chance, en fait. La diversité, c'est quand même une mixité multiple. Et c'est quand même ce qui nous enrichit, c'est une opportunité réelle d'apprendre. Donc, et ça, c'est un champ. Voilà. Merci pour ton optimisme sur ce point. Christophe, l'IA est au cœur de votre offre. L'enjeu aussi vis-à-vis voilà, de la destruction d'emplois, il y a beaucoup de débats autour de l'IA. Comment est-ce que toi, tu vois l'IA notamment hein, comme une opportunité ou un risque? Oui. Effectivement, donc nous on a une approche, on va dire pragmatique, raisonnée et pas naïve hein, non plus de l'IA. Oui, l'IA va bouleverser l'emploi, le travail, déplacer les équilibres, hein, comme l'ordinateur l'a fait il y a des dizaines d'années. Les opportunités, je pense qu'on a énormément si on sait les saisir. J'en donnerai un exemple qu'on a mis en œuvre chez Zelrose. Donc chez Zelrose, vous savez, l'IA, c'est une façon de créer des logiciels où on n'écrit pas finalement le logiciel, mais on le laisse découvrir dans des données, dans des patterns, ce qu'il doit faire, et il faut le nourrir finalement d'exemples pour qu'il apprenne. Et il y a différentes façons de le faire. Une des façons, c'est de générer manuellement finalement certains documents ou certains patterns, et concrètement à la main. Et donc c'est ce qu'on appelle parfois du crowdsourcing, c'est-à-dire voilà, créé par des travailleurs le plus variés possible, une série de jeux d'entraînement, et on a fait le choix d'utiliser des services qui commencent à se développer finalement de crowdsourcing, on va dire qui sont utiles à la société. Donc concrètement, des personnes de pays en voie de développement, et en particulier des jeunes femmes, nous aident à entraîner nos modèles. Donc ça a deux intérêts. Premièrement, ça leur permet de monter en compétences et d'apprendre le numérique. Et deuxièmement, ça leur permet également de créer des revenus qui leur permettent de financer ensuite leurs études dans ces domaines-là, si elles se poursuivent. Donc bénéfice pour finalement ces populations, et puis bénéfice également pour Zelrose, parce que on a la matière dont on a besoin, c'est-à-dire la matière initiale diverse, variée, non biaisée, dont on a besoin. Et ça, ce qui me permet de passer sur la deuxième partie, les risques sur lesquels il faut être vigilant, eh bien, c'est effectivement, par exemple, tout ce qui est biais dans les données. Hein. Donc, on essaye d'avoir du recul sur les données sur lesquelles apprennent nos modèles, parce qu'on sait que ce sont des données issues de notre société, qui finalement embarquent, même si parfois c'est très caché, très enfoui, des biais qu'il faut par nous-mêmes parfois corriger. Donc on travaille sur des nouvelles technologies qui s'appellent la génération de données synthétiques. Hein. Donc on en est à essayer de comprendre demain la meilleure IA devra-t-elle être entraînée sur les données de notre société, ou sur des données complètement synthétiques, ou sur peut-être un mélange des deux. Donc voilà des réflexions sur à la fois des bénéfices et des craintes, mais voilà, contrôlées et maîtrisées, qui selon nous voilà, sont à étudier autour de ces domaines. Merci. Et chez AXA, quel risque et opportunité concernant le digital? Ouais. Alors, je vais commencer par les opportunités. Le digital, c'est plus de fluidité, plus d'immédiateté. C'est la capacité pour nos clients ou nos collaborateurs, hein, c'est à pouvoir accéder en self-care, en libre service, à l'information. Donc ça, c'est un point qui est considérable, et de toute façon, maintenant, c'est une exigence.
C'est donc plus d'efficacité au niveau de l'entreprise. Si on revient sur... c'est également la capacité à atteindre le plus grand nombre, le digital, que ce soit en externe, en communication, c'est-à-dire en démultiplication vis-à-vis de l'externe, mais également en interne. C'est ce qui nous a permis, le digital, de surmonter cette crise et de continuer à fonctionner depuis le début de la crise sanitaire, et qui nous a permis du jour au lendemain de pouvoir mettre 98% de l'entreprise en télétravail. Donc, on n'aurait pas eu le digital, on n'aurait pas été en mesure d'assurer la continuité d'activité de nos collaborateurs et une vraie continuité d'activité dans les mêmes conditions pour nos clients, et dans une époque où ils avaient particulièrement besoin de nous. Ensuite, si on revient à l'inclusion, c'est la capacité également à pouvoir atteindre le plus grand nombre de collaborateurs, et on l'a fait notamment pendant la crise sanitaire au travers des conférences, des webinaires, des podcasts, etc. C'est garder tout le monde ensemble. L'entreprise, moi je pars du principe que l'entreprise, c'est un lieu d'inclusion dans un monde qui est de plus en plus en fragmentation. Et donc, le rôle de l'entreprise en termes de structure, en tant qu'entreprise citoyenne, etc., il devient de plus en plus important. Et le digital est un facteur de rassemblement et de fédération, en allant toucher les personnes au plus près. C'est un facteur de rassemblement. Maintenant, et puis de l'autre côté, ça présente un certain nombre de risques. Le premier des risques, c'est le décrochage par rapport c'est la fracture numérique, c'est le fait de ne laisser personne sur le bord de la route dans un environnement qui est de plus en plus digitalisé. Comment est-ce qu'on fait pour emmener tout le monde, que ce soit nos collaborateurs ou que ce soit nos clients, dans cette numérisation de plus en plus, digitalisation de plus en plus importante de nos activités. C'est également le lien social, la risque de perte du lien social, du tout digital. Et je crois que plus que jamais, l'humain, le fait de garder l'humain et le recours au conseil, que ce soit en interne ou en externe, devient de plus en plus important. Donc, tout ça, ça résulte d'une bonne balance entre le digital d'un côté, mais de renforcer encore l'humain et le conseil là où il est vraiment important, et cette capacité de pouvoir y faire appel quand on en a besoin, au moment où on en a besoin. Merci pour vos partages.